This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Cette semaine, on commence avec le choc qui a tenu la France en haleine, Marseille contre Barceloneta en Ligue des Champions. Mené 10-8, le Cercle n'est pas passé loin de l'exploit, mais un arrêt héroïque du gardien espagnol a scellé le match et prive pour le moment le Cercle d'une qualification au tour suivant. On analyse en détail ce moment de bascule, mais aussi tous les autres matchs européens qui ont encore tenu toutes leurs promesses. Mais on ne s'arrête pas là, on plonge dans la nationale masculine qui nous a offert un suspense incroyable. Était-ce enfin le match où Monaco allait céder ? Le choc contre l'Ivry-Gargan a tenu toutes ses promesses après un match électrique. On vous dit tout sur ce duel au sommet. Les Canards Rochelais et le Racing respirent, tandis que Arne et Choisy se préparent pour un duel qui vaut de l'or. Et bien sûr, on fait un passage par le championnat élite féminin, la domination sans partage de Bordeaux face à Choisy et la bonne résistance de Nancy face à Lille qui prouve que l'écart se resserre dans la division. C'est le moment de vérité, analyse sans concession et tous les résultats, c'est tout de suite. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! Pour démarrer cet épisode, on attaque avec le championnat élite féminin où il y avait 3 matchs au programme. Et premier match où on va pas avoir grand-chose à dire, je pense, hormis le score, c'est Bordeaux qui accueillait Choisy-le-Roi et victoire plus que facile des Bordelaises, 30-9, après avoir mené à la mi-temps 16-4. On a dit et on répète que Choisy est en difficulté dans cette division, occupe la dernière place, en étant considérablement quand même décroché. Et puis Bordeaux est resté maîtresse chez elle, avec un écart conséquent quand même, 30-9, ça fait beaucoup. Mais sans surprise, la surprise, le questionnement sur ce match-là étant l'écart de but à la fin du match, mais on savait le résultat d'avance, j'allais dire, donc Bordeaux fait le boulot sans trembler à la maison. Deuxième match de cette soirée,
On avait Nancy qui recevait Lille et donc match plutôt du haut de classement et match qui s'est retrouvé assez serré quand même puisque, bon, même s'il y a 5 buts, mais Lille ne gagne plus aussi facilement et s'impose 20-15 à l'extérieur. Il y avait 8-7 à la mi-temps en faveur de Lille, mais la troisième période a été compliquée pour Nancy, où Lille remporte cette période 6-3. Tu l'as souligné, hein, l'enseignement. Alors, c'est sûr que Lille, c'est difficile d'inverser une situation où tu prends 15 buts pour gagner les matchs. C'est compliqué, il faut du temps. Mais il est à noter quand même que les écarts se réduisent. 20-15, c'est une situation qu'on n'avait pas l'année dernière, hein. Je me rappelle de fessées quand même contre Nancy infligées par les Lilloises. Et là, écoute, alors est-ce que c'est un moins bon Lille ou un meilleur Nancy? Ça, on verra un petit peu la suite, nous éclairera là-dessus. Mais Nancy, bien emmenée par Kaena Bellegbir, qui est la meilleure buteuse du championnat quand même, avec 24 buts en tout dans ce championnat. Et puis, un match serré déjà jusqu'à la fin de la deuxième, 8-7. Il y a un petit décroché nancéen dans la troisième période qui leur a été fatal. Mais quand même, on est dans des proportions de score qui sont beaucoup plus raisonnables par rapport à ce qu'on avait l'habitude de commenter l'année dernière. Et c'est bien, la doublette Rémi Garceau-Laure Gautreau visiblement fait du bon boulot et l'écart se réduit et c'est mieux quand même au niveau de la visibilité de ce championnat. Alors, à noter quand même dans ce match que les Lilloises ne se sont déplacées qu'à 11 et il y avait l'absence de Lily Vernou aussi dans ce match. Troisième match, Nice a déroulé contre Taverny 19-4 après avoir mené 10-2 à la mi-temps. Taverny qui repart les valises chargées dans ce déplacement sur la Côte d'Azur. On passe à la Nationale 1 qui avait une journée complète et pour attaquer tout de suite, on a Canard Rochelet qui accueillait Moulins, donc dans le bas de classement, et victoire précieuse des Canards Rochelais 14-9 contre Moulins, après une belle deuxième période remportée 4-0 et une victoire qui va s'avérer précieuse probablement pour le maintien des Canards Rochelais en Nationale 1 l'année prochaine. Écoute, on avait une journée qui était très intéressante parce qu'elle nous présentait, à part le duel Arnes-INSEP, le reste, c'était des duels de haut de classement, de milieu de classement ou de bas de classement. Et donc, le match que tu viens de citer entre La Rochelle et Moulins, La Rochelle promu, on le rappelle, et qui devait se défaire de Moulins à la maison pour se donner un petit peu d'air et laisser Moulins à Moulins, l'INSEP et Saint-Jean-d'Angély derrière. Et puis La Rochelle l'a fait grâce à cette fameuse deuxième période qui gagne 4-0. Il y a 14-9 à la fin, donc 5 buts d'écart dans cette période 4-0. Donc la décision a été faite là et les Moulinois, écoute, même s'ils ont bien résisté dans la deuxième partie de la rencontre, perdant les deux dernières périodes que 8-6, mais ils n'ont jamais réussi à recoller et cet éclat pris leur a été fatal. Deuxième match de cette soirée, Saint-Jean qui accueillait Choisy-le-Roi. Et victoire de Choisy-le-Roi à l'extérieur 18-12, 6-1 dès la première période, malgré un sursaut de Saint-Jean en troisième période, où ils remportent la période 5-1, mais voilà, ils s'en sortent pas malheureusement. Et ils conservent la dernière place et toujours pas de victoire du côté de Saint-Jean-d'Angély. Alors oui, certes, c'est une défaite pour Saint-Jean, mais Saint-Jean jouait on verra le classement après, mais Saint-Jean jouait une équipe du haut de tableau, donc compliqué pour eux. Choisy devra gommer quand même ce genre de troisième période, hein, parce que tu prends 5-1 contre le dernier. Alors ça va justement que c'est le dernier et que tu avais mis un petit peu de but au chaud et qui te mettent à l'abri d'une certaine déconvenue. Mais quand tu prends 5-1 comme ça sur une période contre Saint-Jean, c'est quand même pas terrible. Donc il faudra que Choisy, si ils veulent aller un petit peu plus haut, supprime ce genre de période un peu désastreuse contre une équipe très, très mal classée. Saint-Jean, écoute, fait un score honorable, mais ne prend pas de points. Et puis, écoute, on verra le classement, mais c'était pas sur ce genre de match-là que Saint-Jean escompte
remonter au classement. Il y a un écart quand même de niveau entre ces deux équipes-là. Troisième match, Arnes-INSEP. Arnes qui reprend sa marche en avant en s'imposant facilement à domicile 21-7, 9-4 à la mi-temps, et ensuite ils finissent en deuxième mi-temps par un 12-3. Donc match compliqué pour l'INSEP. Alors compliqué, c'est vrai, mais alors déjà l'INSEP arrête de prendre la trentaine de buts qu'ils ont pris. Tu te rappelles quand même le début d'exercice était très compliqué. Des fois pas de gardien, un joueur de champ qui jouait dans la cage, 6 joueurs, 7 joueurs. Donc l'INSEP a été habitué à prendre 30, voire je crois 37 ou 38 une fois contre je sais plus qui, mais était habitué. Là, ils perdent, ce qui est logique, mais j'allais dire l'écart s'amenuise quand même aussi. Près de 21 buts, ce qui maintenant dans le format actuel est, je ne vais pas dire courant, mais ça arrive. Et puis, écoute, moins 14 chez le 4e, 5e de la division, c'est pas, c'est des matchs de travail pour eux. Donc, écoute, c'est, peut pas dire un redressement de tête, mais c'est mieux quand même que ce qui a été fait en début de saison. Et puis Arnes, écoute, logiquement, qui se procure un match facile et qui prend 3 points, 3 points qui leur permet de remonter un petit peu au classement. Oui, bien aidé par leur co-meilleur buteur du championnat, Mathis Baouche, l'ancien Douaisien, qui marque 4 buts dans ce match. Autre match, Racing Club de France, sauveteur de Givors. Donc on sait que le Racing est un peu en difficulté ces derniers temps. Ils n'ont pas remporté beaucoup de matchs. Et là, ils s'en sortent avec une victoire au tir au but, 11 partout dans ce match et une séance remportée 4-3 au tir au but. Ouais, écoute, le Racing qui avait la particularité de ne présenter que 11 joueurs à la maison. C'est pas la première fois qu'on souligne qu'il y a pas mal de formations qui sont pas complètes. Donc, alors à l'extérieur, ça peut des fois s'expliquer et encore. On est quand même en National 1, hein, donc on n'est pas dans les toutes petites divisions. Par contre, à la maison, quand tu n'arrives pas à présenter un effectif au complet, alors tu peux avoir des suspendus, tu peux avoir des blessés, mais tu dois dans ces cas-là aller piocher chez les petits, hein, mais encore faut-il que tu aies des petits. Donc écoute, 11 joueurs à la maison et puis Givors lui qui s'est déplacé quasiment au complet, mais qui repart avec alors certes un point, mais c'était un match quand même à leur portée, qui se devait de gagner pour être un peu plus tranquille dans le reste de ce championnat. Et puis le Racing qui a pas eu beaucoup d'occasions d'avoir le sourire cette année quand même, hein. Ils avaient 5 points avant ce match-là. Écoute, le Racing qui l'emporte au pénalty, une victoire qui va leur faire du bien et qui les dégage un petit peu quand tu prends 2 points dans le classement du bas. Quand tu prends 2 points, tout d'un coup, tu as de l'air. Et le Racing, écoute, qui fait la belle opération quand même, je trouve, de cette journée. Duel un peu au sommet puisque on avait le match Mulhouse-Marseille et match qui a été plutôt fermé puisque on a quand même 5-5 à la fin de la troisième période pour un match qui se finit 18 et Marseille qui arrive à s'en sortir à Mulhouse. Petit match avec la présence côté marseillais de Brody McKnight et Léandre Metogo qui ont participé à la Coupe d'Europe, on le verra un petit peu plus tard dans l'épisode. Marseille qui s'en sort avec difficulté et peut-être que Mulhouse aura quelques regrets dans ce match. Ouais, écoute, Mulhouse donc avait reçu Monaco la semaine dernière, recevait donc les 2 leaders à une semaine d'intervalle. Et ils avaient perdu quand même assez sèchement contre Monaco, -5 à la maison. Et puis là, écoute, ils ferment le score, ils prennent que 10 buts. 10 buts, c'est quand même pas beaucoup. Bon, malheureusement, ils en mettent que 8. Alors je vais pas parler de défaite encourageante, mais Mulhouse serre le score contre alors pas le premier de la division, mais le co-premier, on va dire, de la division. Donc écoute, c'était un test pour Nicolas Giuseppi et ses joueurs. Ils voient qu'ils sont pas décrochés, donc en fait, Mulhouse, la leçon à tirer, c'est que, ils auront, je crois, Arnes et Livry à la maison, sur les matchs retour. Ils devront les battre et ce match-là peut être riche d'enseignements en se disant, que quand tu es à touche-touche comme ça contre le premier de la poule, le co-premier de la poule, tu dois, contre le 3e, 4e, 5e chez toi, tu dois rester maître. Et Mulhouse fait un match encourageant. Je les voyais perdre avec un écart un peu plus grand que ça. Mais finalement, écoute, 10-8, c'est pas vilain.
c'est encourageant. Alors bon, effectivement, tu l'as dit, Brody McKnight dans la cage, plus Léandre Ndombotego. Bon, Léandre, lui, il joue tous les matchs de N1. Et puis la marque un petit peu partagée, donc lui, il en met 2, Baptiste Audon en met 2, Dario Danowski en met 2 aussi, Milan Richard 2, et Lilian Michel 2. Donc on a 5 buteurs à 2 buts du côté phocéen. Et puis une marque aussi un petit peu éclatée chez les Mulhousiens. Et on a les frères Boualeg, Nabil et Bilal qui marquent respectivement 2 buts et 1 but. On a Noah Riff qui en met 1, Nicolas Esteb 2, Anthony Houdin 1 et Nicolas Lang 1. Écoute, match de travail pour Mulhouse qui devra capitaliser là-dessus pour faire une deuxième partie de championnat en rapport avec le potentiel de cette équipe. Dernier match de cette soirée, donc le premier qui recevait le troisième, et un match qui a tenu ses promesses, puisque victoire de Monaco au tir au but 18-17 après une séance remportée 4-3. Le même nombre de buts que Racing Givors au niveau des pénaltys et bonne opération de Monaco puisque du coup il reste invaincu et peut-être probablement une petite déception de Livry qui quand même avait enclenché la marche en avant sur la deuxième et la troisième période en remportant ces deux périodes 6-4 et 6-5 et donc ça a suffi pour égaliser puisque la dernière période se finit un partout, donc 3 périodes assez prolifiques, la dernière beaucoup plus fermée, un peu de tension dans ce match, et finalement, les joueurs de la Principauté qui l'emportent. Ouais, Christopher, j'étais au match. Alors écoute, Livry aura, je pense, des regrets parce que je les ai vus malgré le score. Alors le Monaco a toujours été devant au score, mais malgré ça, je voyais quand même une fin de match se profiler en faveur des Parisiens. Alors Monaco a pris le match par le bon bout, 4-1, sans qu'il y ait une domination non plus réelle. Ils marquaient ce qu'ils avaient à marquer. Et puis en face, ça s'empêtrait un petit peu. Ça avait du mal à poser son jeu. Et puis après, alors il y a eu des deux côtés, mais un concert de fautes graves. Il y a 36 fautes graves dans le match. Alors je tombe pas sur les arbitres. C'était un match pas facile à arbitrer, mais qui n'a pas été forcément bien arbitré. Il y a beaucoup de décisions que les deux entraîneurs d'ailleurs n'ont pas trop contestées. Ils ont pris chacun un jaune que ni l'un ni l'autre n'a compris d'ailleurs. Ils rouspétaient pas outre mesure. Il y avait juste des fois une demande d'explication, mais c'était très cordial. Donc j'ai trouvé ça très répressif comme match, alors qu'il n'y avait pas de. Il y a une brutalité pour moi dans le match qui justement n'a pas été sifflée. Et Monaco s'en tire très bien parce que pour moi il y a 4 minutes plus penalty d'entrée de jeu sur Théo Rado qui met un coup de poing hors de l'eau sur quelqu'un de Livry. Il s'en tire avec une exclusion, il s'en tire très bien parce que tout le monde l'a vu en fait. Donc il y a eu ça et puis écoute, Monaco n'a pas réussi à capitaliser sur le 4-1. Et moi j'ai trouvé une équipe très mature de Livry, très consciente de son jeu, avec un danger partagé quand même entre plusieurs joueurs. Et puis Livry a fait ce petit match de traînard derrière, à -2, -1, plusieurs fois à -3, puisque Monaco a réussi à se redétacher, à remettre un petit coup de collier. Et puis, je crois que c'est 14-11 ou 13-10. 13-10, il reste pas beaucoup de temps. Et Monaco prend 3 buts en 1 minute 20 sur des erreurs assez incroyables en défense, de laisser faire ou de même une perte de balle à l'engagement, qui remettent Livry complètement dans la partie. Là, je pensais quand même que Livry allait finir par l'emporter. L'équipe d'adultes, c'est une vraie équipe d'adultes contre une équipe quand même de gamins. Mais écoute, Monaco a réussi à arracher les pénaltys. Il y a eu des petits faits de jeu quand même sur la fin. Livry aura des regrets là-dessus. Ils ont à égalité un 3 contre 1 assez clair quand même à jouer. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils s'empêtrent un petit peu dans les transmissions de balles. Et Monaco arrive à fermer l'attaque et à pas prendre de but. 3 contre 1, c'est quasiment 100% de buts. Et puis, c'est eux qui ont la possession à la fin, à 14-14. Ils ont une exclusion à 14-14 pour pouvoir passer devant. Et puis, ils sont en crise de temps parce qu'il ne reste plus assez de temps. Et donc, ce qui nous amène au pénalty. Et écoute, dans une séance de pénalty où Camille Hervieux en aura arrêté un. Et puis, il y a un joueur de Livry qui aura tiré sur la barre. Parallèlement à ça, il y a un joueur de Monaco, Lucas Barna, qui aura attrapé le poteau. Donc, ce qui fait que Louis Lantériminé, qui était dans l'effectif, alors qu'il était quand même très court physiquement parce qu'il ne s'entraîne pas, mais il était là quand même. C'est lui qui met le penalty
victorieux. Monaco reste invaincu, marque 2 points. Livry repart de Monaco avec 1 point. Donc, c'est la seule équipe qui aura pris pour le moment 1 point à Monaco. Moi, j'ai trouvé un Livry quand même intéressant, saignant. Et la victoire de Livry aurait souffert d'aucun scandale. La victoire de Monaco non plus. On ne peut pas dire qu'ils ne méritent pas leur victoire. Match très plaisant, serré, un peu confus au niveau d'arbitrage, je trouve, avec, je te dis, des décisions où 36 exclusions, c'est l'équivalent de 12 joueurs à 3 fautes, c'est énorme. Et dans un match, honnêtement, j'étais allé voir le match l'année dernière qui avait été d'un tout autre acabit avec quand même des brutalités, des mauvais gestes, des mauvais mots. Alors que là, honnêtement, ça a été un match engagé, normal, c'est un match de polo, mais rien de fou non plus. Et voilà, écoute, une belle rencontre. Et écoute, Monaco conserve son invincibilité. Mais Livry, quand même, a des motifs, je pense, de satisfaction suite à ce match parce qu'ils ont été quand même vraiment à l'extérieur, au coude à coude. Le match retour s'annonce serré, mais Livry a des arguments quand même qui sont très intéressants et avec un bon jeu d'attaque, avec des bons shooters. Donc, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Il y a l'apport de Novacek qui vient de Taverny, donc qui leur fait du bien, qui met 4 buts et puis qui stabilise un peu la défense. Écoute, ils ont des défenseurs pointe. Théo Barzotelli a eu du mal à s'en sortir parce que derrière, c'est costaud, ça pousse. Donc, non, j'ai trouvé un match intéressant. Et puis, écoute, victoire au pénalty des Monégasques qui conservent leur invincibilité, mais qui, un match en moins sur Marseille. Il y aura un Marseille-Monaco la semaine prochaine qui vaudra le déplacement. Et puis, on fera un petit point sur le classement après, si tu veux. Ouais, pour compléter dans ce match, tu disais les fautes, on a 3 joueurs exclus qui n'ont pas fini le match de chaque côté. Et côté Livry aussi, il leur manque, même s'ils étaient 14, il leur manque Vitomir Lasses qui est blessé et qui n'a pas pris part à ce match. Ouais, il n'y avait que son frère, Velko. Et puis, non, je te dis, j'ai trouvé une équipe pas mal. Peut-être le gardien a eu du mal à se mettre dans la partie quand même parce que je crois qu'il fait son premier arrêt dans la 3e période. Il n'a pas pris des buts de casquette, mais il leur manque, je pense, 1 ou 2 arrêts du gardien au début du match pour pouvoir recoller plus vite. Et puis de l'autre côté, Camille Hervieux a fait son match, match intéressant. Et je répète, mais j'ai bien aimé à nouveau Apollo Danowski, qui met à nouveau 4 buts. Donc, qui a mis 4 buts à Mulhouse, quand met 4 là. Qu'on avait mis 3 le match d'avant contre Arnes. Donc, tu vois, sur les quasiment 3 premiers du championnat, il met 11 buts en 3 matchs. C'est un 2009. Donc, 16 ans. J'ai trouvé ça assez intéressant. Joueur qui n'a pas peur de prendre sa chance et qui est toujours là. Et puis, écoute, le reste, la marque est bien étalée. Match plaisant à Louis II. Mais le match retour sera intéressant aussi parce que le Livry chez lui sera compliqué à jouer et écoute, ça nous fait un championnat assez intéressant quand même. Tout à fait. On passe au classement. Ouais, donc alors quasiment tout le monde a 9 matchs, sauf 2 équipes qui en ont 10, qui sont Monaco et l'INSEP. Donc Monaco, 29 points, 10 matchs, 10 victoires, mais ils font pas la trentaine puisqu'il y a ce fameux point au pénalty, suivi de Marseille, qui eux ont 9 matchs, 9 victoires, donc 27 points. Livry, tu vois, ce petit point pris à Monaco, quand même, leur permet de distancer quand même comme il faut les équipes derrière eux. Donc, Livry a 22 points en 9 matchs. Choisy-le-Roi, Choisy, dont on dit du bien tous les week-ends, qui grimpe. Donc, j'avais dit qu'ils avaient fini 6-7e l'année dernière, donc en enlevant Bordeaux et Douai, c'était normal, entre guillemets, sur le papier qu'ils gagnent 2 places, mais encore faut-il le faire dans le bassin. La 2e année, c'est toujours l'année de la confirmation et c'est toujours un petit peu plus dur, mais Choisy est 4e avec 18 points, avec Arnes qui a 18 points également, mais qui est derrière alors pas au goal average parce qu'ils ont 30 buts tous les deux de différence de buts, mais Choisy a marqué plus de buts, 168. Donc Choisy et Arnes, égalité, 18 points. Mulhouse, qui a 15 points, donc Mulhouse qui a 4 défaites. Les 4 défaites, Monaco, Marseille, Livry, Arnes. Donc il faudra que, pour que Mulhouse ait des ambitions un peu plus hautes, qu'ils battent au moins au retour 2 adversaires directs. Ce serait quand même bien pour eux. Givors, qui aurait pu, par le biais d'une victoire au Racing Club de France, aurait pu recoller avec Mulhouse et c'est pas le cas. Mais écoute, ils font un championnat pépère au milieu de tableau, 13 points. Donc, ils sont à l'abri de toutes déconvenues avec les équipes qui les suivent et puis ils sont assez éloignés quand même des équipes au-dessus. Le Racing qui se donne de l'air, elle est importante. C'est important, ces 2 points du Racing parce qu'ils avaient 5 points jusque-là, ils en ont 7. Et donc, ils maintiennent leur 8e place. Une défaite les aurait amenés vers la 10e, 11e place, ce qui n'aurait pas été
très encourageant. Donc, suivi de La Rochelle qui fait sa saison pour l'instant, qui a 7 points également, qui a une différence de but défavorable par rapport au Racing. Moulins qui s'en tire avec 5 points, donc qui est 10e. L'INSEP 11e avec 3 points. Et donc, Saint-Jean d'Angély qui ferme la marche avec un seul point. Alors, si on regarde un peu plus en détail aussi ce classement et ce championnat, alors c'est un peu pas rigolo, mais les 6 premiers, je vais exclure Givors qui est à la limite, qui est à une différence de but de plus 2. Les 6 premiers ont de grosses différences de but. Les moins, c'est 30 Choisy et Arnes, tu l'as dit. Et ensuite, dès qu'on passe à la 8e place, par contre, là, on passe en négatif. Et donc, du coup, effectivement, ça accentue encore cette marque qu'on a sur ces 2 championnats où on a les 7 premiers qui sont vraiment positifs et après 8, 9, 10, 11, 12, là où on sent vraiment le trou au niveau des points, forcément, mais aussi au niveau, ça peut s'expliquer, mais aussi au niveau des différences de but. Christophe, on fait juste un petit point sur les canonniers de cette division, donc qui est jusqu'alors menée à égalité par Audouin de Revier de Marseille et par Mathis Baouche de Arnes, avec 36 buts, donc on va dire en 9 ou 10 matchs, même si Audouin de Revier ne joue pas tous les matchs. Il n'a pas joué, par exemple, là sur ce match-là. Basile Fournier, l'Allemand de Choisy-le-Roi, occupe la 3e place avec 34 buts. Lucas Barna suit pour Monaco avec 33 buts. Et Louis Guidetti du Racing complète ce quintet de buteurs avec 32 buts. Donc, tu vois, on n'a pas de joueurs de Livry, pas de joueurs de Mulhouse. Ça veut dire que c'est des clubs aussi où la marque est partagée. Et c'est important d'avoir une marque partagée parce que si tu as un jour un joueur en méforme qui est censé marquer beaucoup de buts, au moins, tu as ses collègues peuvent le suppléer. Ouais, les Mulhousiens, les 2 premiers Mulhousiens sont 9e et 10e, Anthony Houdin et Onguien Kosovac avec 31 buts tous les 2. Pour terminer avec cette division, on va faire un point sur le calendrier. Donc, la prochaine journée sera très intéressante également, avec des duels importants. Alors, on va enlever un petit peu de suspense. L'INSEP recevra Livry-Gargan. Donc, Livry-Gargan est censé quand même aller prendre 3 points là-bas, qui seront importants, parce que dans le même temps, on aura un Marseille-Monaco. Donc, écoute, à moins que ça se finisse au pénalty, il y a une équipe qui marquera 0 points, Livry en marquera 3, donc Livry se rapprochera de manière assez conséquente du duo de tête quand même. Donc on a La Rochelle Saint-Jean d'Angély, je ne vais pas dire le derby, mais la Charente sera un petit peu à la fête, donc La Rochelle devra prendre 3 points très importants pour finir au moins cet exercice-là de 2025 avec 3 points dans la poche. Marseille-Monaco, on l'a dit, est-ce que une équipe perdra son invincibilité? C'est sûr, même si c'est au pénalty. Match intéressant à jouer, on verra ce que ça donnera. Une victoire de Monaco leur garantirait quand même, je pense, une place dans les 2 premiers à la fin de la saison. On rappelle que Marseille ne peut pas monter en élite, donc reste à savoir si Monaco devait aller tout en haut du championnat, si ils accepteraient la montée ou pas. Ça, c'est un autre débat qu'on verra. On aura Givors qui recevra Mulhouse, donc l'occasion pour Mulhouse de se remettre un petit peu en selle, et puis Givors qui pourra s'étalonner face à un gros de la division. On aura un Moulins Racing Club de France, donc le Racing qui voudra confirmer et qui devra confirmer le bon résultat qu'ils ont fait contre Givors, donc il peut à nouveau se donner de l'air en championnat. On rappelle que le Racing avait marqué que 5 points jusque-là, là ils en ont pris 2, s'ils en prennent 3 à Moulins, ils auront doublé leur capital en 2 journées, ce qui est quand même important. L'INSEP recevra Livry, on l'a dit. Dernier match de cette journée qui verra l'inversion d'un match puisque Choisy-le-Roi était censé recevoir Arnes et puis il y a une inversion. Arnes recevra Choisy. Match très important si les Parisiens venaient à repartir avec quelque chose de Arnes. Écoute, ils consolideraient grandement leur 4e place qu'ils ont obtenue jusque-là. Et Arnes devra à tout prix l'emporter pour justement faire un rapproché doublé Choisy. Match très indécis. Choisy est en forme. Arnes récemment a eu quand même quelques déboires. À voir, mais match très intéressant dans l'optique de la lutte, même, j'allais dire, jusqu'au podium, même si je pense que les 3 premiers ne devraient pas bouger. Mais en tout cas, match intéressant à suivre dans le Pas-de-Calais. Effectivement, une journée très intéressante à nouveau qui se dessine en National 1.
Ouvrons la page Coupe d'Europe et pour commencer, donc la semaine dernière, on avait donc 2 journées de Champions League et une journée d'Europa Cup. On commence par le match qui a défié toute la logique. Radniki contre Mladost, mené 4-0 d'entrée de jeu, puis 8-11 au milieu du match. Les Serbes ont réalisé un comeback d'anthologie. Emmené par Perlainovic en feu avec 5 buts, Radniki a infligé un 6-0 en fin de match pour s'imposer 14-11 finalement. Donc cette victoire cruciale maintient le suspense dans ce groupe jusqu'à la prochaine journée qui aura lieu au mois de février. Dans ces groupes à 6 matchs, bien souvent le premier du groupe se détache. Dans bien souvent des cas, il est qualifié dès la 4e journée par le biais de 4 victoires, 12 points, ou il attend la 5e. Mais là, dans ce groupe-là, on va voir que il n'y a rien qui est joué pour 3 équipes sur 4. Donc Radniki, les choses étaient claires. Le Mladost ayant battu Olympiakos, il faut qu'ils galopent après les 3 points qui leur manquent par le biais de cette victoire-là. Et donc ça passe inévitablement par une victoire contre le Mladost à la maison et ensuite aller gagner à Olympiakos. Et puis le Mladost est dans une situation entre guillemets qui était dans une situation un peu plus confortable. Il fallait qu'ils fassent soit prendre un point à Radniki, et puis écoute, ils ont démarré comme tu l'as dit, pied au plancher, un 4-0 fin de première. Donc quand on connaît un petit peu les forces offensives de Radniki, les laisser à 0 but en 8 minutes, c'est une performance. Et puis, comme tu l'as dit, 8-4, donc ils ont conservé ces 4 buts d'avance jusqu'à un effondrement. Les Serbes ont grappillé petit à petit et puis, comme tu l'as dit, finissent sur un 6-0 à cheval entre la 3e et la 4e période. La 4e est à 4-0, donc ils rendent la monnaie de leur pièce aux Croates. Et succès crucial, d'autant plus crucial qu'ils avaient perdu 17-15 à l'aller, donc ils récupèrent. On verra quand même que c'est important, le goal average particulier sur le Mladost. Et donc, écoute, Radniki est toujours en vie. On a loué souvent les capacités des équipes serbes dos au mur à réagir. Ça a été le cas avec un Perlenovic de Gala qui l'a fait 5 sur 8, donc qui a des stats fantastiques, avec également Vlachopoulos, qu'on ne présente plus, mais que je mets toujours un petit point d'honneur à le mentionner à chaque fois, parce que c'est un joueur extraordinaire pour moi. Et écoute, Radniki reste en vie et va compliquer quand même grandement la dernière journée. À noter dans ce match, et souvent tu as parlé de lui, le retour du frère Yaksic qui est revenu, et comme par hasard, Radniki s'impose dans ce match incroyable. Dans ce match aussi à noter, alors ça arrive pas souvent, alors j'ai pas bien compris pourquoi. En fait, donc Mladost a changé son gardien, a mis donc le gardien titulaire, c'est Marcelic, il a été remplacé par Kubranic. Il a joué quelques minutes et Marcelic est revenu dans le but. Donc je pense que la tentative de l'entraîneur croate n'a pas fonctionné, peut-être sur justement ce 6-0. Mais il n'a pas inversé la tendance et il a remis son gardien titulaire. Les coachs, ils essayent de perturber un petit peu l'équipe adverse. Tu changes de gardien, tu vois que ça va pas. Peut-être que Marcelic a eu un petit gêne quelque part, on ne sait pas, un adducteur, un doigt, et qu'il a besoin aussi de se faire soigner avant de revenir. Mais en tout cas, oui, le retour de Nikola Jaksic est évidemment fondamental. Tour de contrôle derrière qui rassure et puis qui est dangereux aussi en attaque. Donc, il revient au bon moment pour Radniki, et on va voir à la lecture ensuite du deuxième match et du classement que le suspense reste entier dans cette poule, et qu'il faudra se battre jusqu'au bout. Oui, complètement. Et Radniki, qui effectivement, on l'a dit, n'avait pas bien démarré ce match. Et puis compte tenu des derniers résultats de Mladost, vu comme c'était parti, je ne voyais pas de victoire de Radniki, mais ils ont su effectivement bien renverser la tendance en réveillant une piscine assez bien remplie, il y avait de l'ambiance, et qui reste en vie. Donc du coup, on passe peut-être au deuxième match de ce groupe. Donc Olympiakos qui recevait Vajac. Là, c'est le rouleau compresseur Olympiakos qu'on avait en début d'épreuve. Donc ils n'ont eu aucune pitié, donc ils leur ont mis 20-8, et du coup, avec leur avance de 3 points, donc ils prennent la direction du top 8, mais rien n'est joué puisqu'on peut avoir un triplé égalité en fonction de la dernière journée qui sera électrique. Alors, je vais employer le mot logiquement, mais oui, quand même, que le Mladost a le calendrier le plus favorable, puisqu'ils reçoivent le Vasas, qui d'une part ne joue plus rien, et puis quand même qui est décroché quand même dans ce groupe qui vient de prendre 20-8 à Olympiakos. Donc on peut supposer quand même que le Mladost va passer l'obstacle Budapest, mais dans le même temps, Radniki va jouer à Olympiakos.
Donc Olympiakos, fort de ses 12 points, n'est pas encore sauvé, n'est pas encore qualifié. On voit l'importance cruciale de ce penalty encaissé à la dernière seconde contre le Mladost à Zagreb, qui a offert 3 points à Zagreb. Si Olympiakos avait été défait uniquement au penalty, il serait déjà qualifié à l'heure où on parle. Mais ce n'est pas le cas, donc on peut se retrouver avec une triple égalité à 12 points. Pour cela, il faudra quand même que Radnicki aille gagner à Olympiakos. Alors, c'est difficile de s'imposer au Pirée parce que c'est une très grosse équipe, Olympiakos, et puis chez eux, c'est compliqué. Mais Radnicki jouera sa vie là-bas, alors, une victoire ne leur garantirait pas d'être qualifiés. Écoute, il faudra ensuite sortir un petit peu les calculettes. Si tu as 3 équipes à 12 points, c'est le goal average entre les 3 équipes. Olympiakos avait quand même battu Zagreb 13-9. Donc, ils ont quand même ces 4 buts au goal average. Tous les autres matchs ont été très serrés. Hein. Radnicki a battu Zagreb de 3 buts là, mais ils ont perdu à Zagreb de 2 buts. Donc, ça va jouer au goal average. Ballottage favorable pour Olympiakos, mais tu vois quand même qu'il y a des partiels dans ces matchs-là. Si Radnicki venait à mener très largement, on ne sait pas, à Olympiakos, après, c'est compliqué des fois de revenir et donc personne n'est assuré de sa qualification dans ce groupe, à part évidemment le Vasas qui est dernier. Mais ça nous donne une poule au niveau suspense qui est fantastique et je regarderai avec intérêt ce match Olympiakos-Radnicki parce que Radnicki est capable de tout. On le rappelle, hein, il y a 7 champions olympiques serbes et puis il y a Vlachopoulos en plus, donc ils ont une vraie grosse équipe. Au Pirée, c'est jamais facile de s'imposer, on verra ce que ça donnera, mais poule super intéressante à suivre. Ouais, alors à noter dans ce match que les 4 gardiens, 2 de chaque côté, ont participé à ce match. Donc côté grec, c'est Zerdevas qui avait commencé, il a été remplacé par Tsotsatos, qui fait un 3/7 quand il est rentré. Et de l'autre côté, on avait donc Coimbra Serra Fernandez, gardien espagnol qui a commencé le match, et suivi par Misei Marton Zoltan. Et tous les deux ont aussi la même statistique, ils ont arrêté 3 tirs chacun sur les 13, donc ils ont dû faire à peu près, je pense, plus ou moins 2 périodes chacun. Et puis, à noter quand même aussi qu'on avait quand même un 16-4 à la fin de la 3e période, même si le match finit 20-8. Voilà, il n'y a pas eu de match, hein, clairement. C'est assez étonnant quand même, les Hongrois, de se prendre des fessées comme. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Ouais, mais écoute, je crois qu'il y a que Bogdan Djordjic comme étranger. Ils ont que des Hongrois, c'est l'équipe jeune, c'est Nikic, la légende du polo serbe qui les entraîne. Ils sont quand même tombés dans un groupe qui est compliqué. Hein. Pour moi, c'est pas le groupe le plus compliqué, mais c'est le groupe le plus homogène. Donc, écoute, c'est un apprentissage. Ils seront reversés en Eurocup. Mais la marche était trop haute pour eux. Alors 28, c'est vrai que ça fait beaucoup. 16-4, c'est beaucoup. Mais voilà l'écart qui sépare parfois les grosses cylindrées des plus petites. Et en tout cas, poule, je savais que ça allait être serré jusqu'au bout, mais je ne m'attendais pas quand même à avoir un triplé comme ça sur la dernière journée. Tout est possible dans ce groupe-là et c'est très très bien pour le suspense. Ouais, complètement. Et on a eu un bon Zalanki, 3/4, les pointes au rendez-vous, Kakaris, Nikolaïdis, 7 buts à eux deux, donc voilà, match facile pour Olympiakos. Ouais, il y a 10 buteurs différents, Olympiakos. Donc ça monte à force de frappe et la diversité. Très important quand même d'avoir tout le monde qui est un danger potentiel. On passe au groupe B. Donc, dans le groupe B, on avait donc un Novi Beograd qui affrontait Jadran Split.
Et dans ce match, Belgrade a été mené pendant toute la première mi-temps par Jadran Split, qui jouait son gardien légendaire Bijac. Mais au 4e quart-temps, les Serbes ont enclenché, on va dire, le mode turbo, infligeant un 6-1 cette fois et s'imposer finalement 15-10 et qui leur permet de rester en lice pour la qualification. Premier match aux manettes en Champions League, je dis bien en Champions League, d'Alexander Sapic sur le banc de Novi Beograd. Il leur fallait effectivement, ces points-là étaient obligatoires dans l'espoir de nourrir un quelconque justement espoir pour la suite. Écoute, ils s'imposent avec une partie qui était, comme tu l'as dit, très très mal embarquée parce qu'ils ont été très longtemps derrière jusqu'à ce qu'il y ait un sursaut peut-être l'instinct de survie. Écoute, quand ils sont passés devant, par contre, ils ont rien lâché et ils sont allés jusqu'au bout. Donc, ils décrochent 3 points fondamentaux. Dans ce groupe, la situation est claire pour Reco, qui était déjà qualifié avant cette journée, donc à 15 points puisqu'ils ont fait carton plein. Et on aura une finale, une vraie finale entre Jadran Erceg-Novi, les Monténégrins, qui recevront Novi Beograd. Les 2 équipes actuellement ont chacune 6 points. Donc, cette double confrontation condamne Jadran Split qui a 3 points, mais qui d'une part jouera à Reco et d'autre part, il y aura forcément une équipe entre Belgrade et Jadran Erceg-Novi qui prendra les points. Donc, Split est éliminé et écoute, une finale. Dans le groupe A, on a déjà parlé de cette poule complètement indécise jusqu'à la dernière journée. Là, ce sera le cas aussi, donc c'est à souligner. On a les 2 premières poules qui délivreront leur verdict simplement à la fin de la 32e minute de chaque match. Oui. Au match suivant dans ce groupe, donc le Jadran Erceg-Novi recevait donc Pro Reco et Pro Reco a fait le travail sans forcer. Les Italiens ont dominé les jeunes monténégrins du Jadran Erceg-Novi grâce à leur supériorité physique et une défense agressive. Et à noter que la star américaine Max Irving a brillé avec 5 buts et cette lourde défaite pousse le Jadran dans une finale à mort pour le dernier match contre Novi Beograd lors de la dernière journée du mois de février. Oui, Christophe, écoute, Reco qui s'impose Jadran Erceg-Novi, il n'y a pas de grosse surprise. Reco, et on ne présente plus ce club, cette équipe, donc c'est un habitué des Final Four, c'est un grand habitué de la victoire finale, puisque c'est le club qui détient le plus de Champions League à son actif. Tout ça, ça a commencé dans les années 60 avec l'époque de Pizzo et tout ça, et puis il y a eu un trou. Ils ont regagné au début des années 80. Et puis là, depuis une vingtaine, 25 ans, depuis que, comme on l'avait dit, Gabriele Volpi avait injecté de l'argent et avait fait des fois des équipes Harlem Globetrotters avec les meilleurs joueurs de la planète réunis en une seule équipe. Bref, donc Reco était absent l'année dernière pour les raisons qu'on sait, donc ils avaient quand même gagné l'Eurocup, mine de rien. Et cette année, écoute, Reco ne participe pas aux compétitions autrement que pour les gagner. Pour l'instant, se rend la vie facile dans ce groupe-là, va finir premier donc de la poule sans surprise. Même si c'est pas le Reco d'avant, je trouve, ça reste quand même une équipe très 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 solide. Il manquait Fondelli, il manque quelques joueurs, mais écoute, une équipe toujours difficile à manier, surtout chez elle, mais qui peut gagner à l'extérieur. Donc, pas de surprise, Reco qui gagne à Erceg-Novi, c'est la logique même. Ouais, pareil, dans ce match, les 4 gardiens ont joué. Donc, côté du Jadran, on a eu Radovic qui a commencé, et ensuite Andrić, l'ancien gardien de Montpellier. Donc, ils ont fait 2 périodes chacun aussi. Donc, voilà, pour parler un petit peu des gardiens, chose qu'on ne fait pas trop régulièrement. On passe du coup au groupe C. Donc les matchs du groupe C, ils étaient tous les 2 le mardi soir. Donc pour commencer, on avait Ferencváros Brescia et Brescia qui brise l'invincibilité de Ferencváros donc à Budapest. Donc Brescia réalise l'exploit de cette soirée quasiment, je vais dire. Avec la victoire de Brescia, on est quand même sur les 90 derniers matchs, toutes compétitions confondues de Ferencváros. Ils en ont remporté 88 quand même. Donc deuxième équipe à faire tomber Ferencváros. L'année dernière, on sait que c'était Barceloneta qui les avait fait tomber au tir au but. Ouais, 2 fois au tir au but, Christophe, puisque, comme tu l'as dit, Barceloneta avait battu Ferencváros à Barcelone au péno. Et là, c'est la même chose. Brescia qui
qui remporte cette rencontre 4-1 au tir au but. Alors ce groupe-là, il est beaucoup plus lisible que les autres. Il l'était aussi dès le tirage au sort, hein, parce qu'on a un gap quand même entre Ferencváros Brescia et le reste du plateau que sont Kotor et Oradea. On va pas se mentir, on savait que ce groupe-là est beaucoup moins homogène que les autres et le classement était, je ne vais pas dire fait d'avance, mais quand même. Donc, mais ça n'empêche pas quand même, ça n'a pas dû plaire quand même aux Hongrois de perdre à la maison contre les Italiens. Il y a une grande rivalité entre le polo italien et le polo hongrois. Coup de Brescia, je ne les attendais pas quand même à ce niveau-là parce que Ferencváros avait récupéré Mandic qui a été en difficulté, qui fait 0 sur 5 ou 0 sur 6. Ce qui est quand même assez rare pour lui, qui est un joueur très stable et très régulier, surtout au shoot. Et puis, petit à petit, les Italiens se sont accrochés. Et puis, écoute, après les pénaltys, on l'a déjà dit et répété, c'est une loterie un peu dans pas mal de sports. Brescia, alors je ne veux pas dire qu'ils font la bonne opération parce que ça ne changera pas le classement, ça changera pas le classement final du groupe. Ils resteront deuxième et Ferencváros sera premier. Mais quand même, c'est un rappel à l'ordre que Brescia est là, que c'est le polo italien est toujours un polo de qualité et que même si, et je l'ai déjà dit et je le confirme, c'est pas le Brescia d'il y a quelques années, ça reste quand même une valeur sûre. Et Alessandro Bovo, faut lui tirer un coup de chapeau quand même parce que faire ce résultat-là, c'est quand même pas rien. Et Ferencváros, écoute, qui s'incline cette fois-ci à la maison. Ouais, et Brescia qui assure, qui valide plutôt même sa qualification avec cette victoire au pénalty, puisqu'on verra que, puisqu'on voit que dans l'autre match, Primorac a pris sa revanche contre Oradea en s'imposant 15-11 et une victoire qui officialise effectivement la qualification de Brescia pour le prochain tour. Après Brescia, honnêtement, ils n'avaient pas besoin de. Ils avaient 9 points avant cette journée-là, les autres ont 3. Ils ont un goal average extrêmement favorable contre les équipes qui leur restent. Ils recevaient lors de la dernière journée, donc ils n'étaient pas en danger du tout, hein, Brescia. Donc mathématiquement, c'était pas confirmé, mais il fallait qu'ils perdent de 15 buts, un truc comme ça. Donc ils étaient tranquilles au niveau du goal average. Mais en tout cas, victoire de prestige, mais victoire un peu inattendue. Il y a beaucoup de résultats qui sont contraires à nos prévisions. Alors, je te dis, je reviendrai un peu là-dessus quand on finira le prochain groupe. Je voyais évidemment pas Brescia aller gagner là-bas. Il y a d'autres résultats qui sont un peu surprenants. Je ne sais pas si c'est le petit bassin qui nivelle un peu par le bas, mais on va voir en regardant le prochain groupe. Mais bon, écoute, aucune surprise dans ce groupe-là. Les deux premiers favoris passent dans l'ordre qu'on avait prévu. Donc avant d'attaquer le match de Marseille qui s'était déroulé le mardi soir, l'autre match était donc le mercredi, donc on va le faire à rebours. Et là, coup de tonnerre du groupe D, Sabadell qui s'incline à domicile contre les Allemands d'Hanovre, 9-11, et c'est l'énorme surprise de cette soirée puisque Hanovre signe une nouvelle victoire retentissante, donc 2 fois ils se sont imposés contre Sabadell. Et pourtant, Sabadell avait bien commencé son match, 5-3, mais les Allemands ont rapidement inversé la tendance grâce aussi à un 4-0. Donc, c'était la soirée aussi des runs, comme on dit, qui les a mis en tête 8-6. Et puis, les Espagnols qui avaient besoin de cette victoire pour décrocher leur qualification ont manqué cruellement de réussite en attaque, et notamment sur les zones plus. Et Hanovre, qui se retrouve désormais en position idéale pour se qualifier, puisque du coup, ils ont 9 points. Et rappelons que Hanovre, avant cette campagne, n'avait gagné aucun match en phase de Champions League. Cette année, ils en gagnent 3. Grosse surprise dans ce groupe. Ouais, Christophe. Alors, ce groupe, quand il y a eu le tirage au sort, d'abord, c'est le seul groupe qui contenait 2 équipes présentes au Final Four précédent, donc à savoir Barceloneta qui avait fini 3e et Marseille qui avait fini 4e. Donc 2 favoris logiques et tout désignés de ce groupe, qui était accompagné par Hanovre, comme tu l'as dit, qui n'avait jamais décroché une victoire, et par Sabadell qui, même si c'est une équipe qui peut être pénible, honnêtement, on ne les voyait pas non plus sur un format de championnat de 6 matchs. On ne les voyait pas aller titiller le haut du panier. Alors, avant qu'on parle du match de Marseille, il y a plusieurs façons de lire ce résultat-là, mais je vais peut-être être à contre-courant de beaucoup de gens. Je préfère qu'Hanovre ait gagné à Sabadell que le contraire. Si on analyse un tout petit peu le groupe, cette défaite de Sabadell, ça les exclut, donc ils ne peuvent plus se qualifier. Ils vont recevoir Marseille démobilisés parce qu'ils ne peuvent plus se qualifier. Ça ne veut pas dire que quand tu es démobilisé, tu n'es pas dangereux, mais ça ne va pas être un match non plus au couteau où tu joues ta qualif
sur un match sec à l'extérieur où tout peut se passer. Ils ont perdu Averka, donc Averka qui a pris un carton rouge à 6 secondes de la fin parce qu'il a craqué un petit peu et donc ne jouera pas contre Marseille à la maison. Donc, je ne vois pas dans le même temps Hanovre, donc on rappelle le classement, même si on spoil un petit peu le résultat de Marseille. À l'issue de cette journée, Barceloneta a 12 points, Hanovre 9, Marseille 6, Sabadell 3. Donc, Sabadell est hors course. Honnêtement, donc Marseille va aller jouer sa qualif à Sabadell. Tout est autant, évidemment, que Hanovre ne prenne rien à Barceloneta. Hanovre a 3 points d'avance. Marseille a le goal average favorable. Donc, si Marseille finit à égalité de points avec Hanovre, Marseille passera. Donc, les données, elles sont limpides maintenant. Il faut que Marseille ait gagné à Sabadell. D'un but, de 10 buts, ça ne change pas grand-chose. Et quand dans le même temps, Hanovre s'incline à Barceloneta. Barceloneta qui reçoit Hanovre, très honnêtement, s'ils finissent pas par une victoire, c'est qu'il y aura eu un arrangement. J'ose le dire, parce que quand tu mets 16 buts à l'extérieur à une équipe il y a 2 semaines et que tu la reçois et que tu n'es pas capable de gagner, c'est que quand même, il y a un souci. Donc, je ne vois pas Barceloneta chuter à la maison. Quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, je vois Hanovre rester à 9 points. Et Marseille, Marseille, on l'avait dit après leur défaite à Hanovre que la victoire à Sabadell était obligatoire. Elle l'est toujours. Et puis, écoute, il faudra aller gagner là-bas. Alors, le seul point un peu noir, c'est que tu n'as plus ton destin entre tes mains. Avant, tu gagnais à Sabadell, tu étais qualifié. Maintenant, tu peux gagner à Sabadell sans être qualifié si Hanovre fait quelque chose à Barceloneta. Mais quand même, je ne pense pas que Hanovre va pousser l'exploit jusqu'à aller se qualifier là-bas. Il faut bien un petit peu prendre des risques, mais je ne les vois pas. Mais je vois Marseille convalescent. Ça sera au mois de février. Je vois quand même Marseille aller l'emporter à Sabadell. Mais on va voir que ce résultat-là, il est un petit peu cruel parce que Marseille a été largement en position de l'emporter contre Barceloneta. Ils ne l'ont pas fait. Et s'ils l'avaient fait, ils étaient qualifiés. C'est pour ça que je te dis que les matchs, ils doivent se jouer. Mais c'est toujours un peu plus facile quand même quand tu joues en connaissant le résultat de tes adversaires directs. Je pense que si Sabadell et Hanovre avaient joué la veille et que Marseille avait joué le lendemain, à 11-8 pour Marseille, je suis sûr qu'ils auraient peut-être verrouillé parce que tout le monde voyait Sabadell battre Hanovre. En fait, non. Donc écoute, c'est sûr que si tu regardes le classement sec comme ça, à une journée de la fin, tu as 3 points de retard sur le deuxième. Donc on pourrait dire que tu es dans une mauvaise situation, mais tu as 3 points de retard sur le deuxième que tu domines au goal average particulier, qui va chez le premier, chez qui il est très très difficile de gagner, et toi tu vas chez une équipe. Alors certes, ça ne sera pas de la tarte à Sabadell, mais bon, Sabadell éliminé sans Averka, l'un de leurs joueurs majeurs. Si Sabadell avait gagné, tu n'aurais pas perdu Averka parce qu'il ne se serait pas énervé et tu aurais été jouer un match à la mort en Espagne comme ça aurait été compliqué. Là, moi, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, je pense que c'est un résultat favorable à Marseille. Oui, ça leur donne encore un petit peu plus d'espoir, sachant que la victoire, comme tu l'as dit, elle est obligatoire. Donc, voilà. Rien n'a changé là-dessus, Christophe. Elle était obligatoire. C'est ça, rien n'a changé. Quel que soit le résultat contre Barceloneta à la maison, la victoire à Sabadell était obligatoire. Alors, on va voir quand même que si tu avais battu Barceloneta, elle aurait été un peu moins obligatoire, mais il fallait quand même ramener quelque chose de Sabadell. Et puis, écoute, on avait dit que Hanovre était illisible. Je confirme. Qui aurait cru quand même que Hanovre allait faire 3 victoires dans le temps réglementaire? Ils battent 2 fois Sabadell. Donc, la victoire à la maison contre Sabadell n'avait rien d'une surprise, en fait. Et en fait, si tu veux, le danger dans cette poule, c'est que, comme on l'a dit, donc 2 équipes au Final Four, 2 équipes archi-favorites. Première journée, tu bats Hanovre largement, et puis Barceloneta bat Sabadell. Donc, voilà, de confirmation des pronostics. Là-dessus, tu vas battre Barceloneta et ce qu'on pensait comme étant une bonne nouvelle comme à ce moment-là, Hanovre bat Sabadell. Donc, tu te dis, l'équipe qui pouvait peut-être nous gêner un peu et nous perturber pour aller là-bas, elle a déjà perdu à Hanovre. Donc, tu avais une autoroute toute tracée. Et puis, je ne sais pas s'il y a eu un relâchement, je ne sais pas si quoi que ce soit, mais là-dessus, tu fais 3 défaites de suite d'un but. Et puis, tu remets Hanovre dans le jeu. Et puis, écoute, il faudra faire un match à la maillotche à Sabadell, mais je pense quand même que les Marseillais vont finir quand même par se remettre la tête à l'endroit et vont finir quand même par reprendre le chemin qui était le leur depuis le début. Et puis, je pense qu'ils iront se qualifier à Sabadell. C'est ce qu'on espère. Mais en tout cas, pour revenir quand même dans ce match, donc Marseille avait
pris le match par le bon bout, hein. Ils ont livré trois belles périodes, en dominant Barceloneta. Et donc, tu l'as dit, hein, ils ont mené 11-8 au début du dernier quart-temps. Mais contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, les Espagnols, piqués au vif, ils ont réussi à remonter ces 3 buts pour égaliser, profitant de cette panne offensive des Marseillais et prenant l'avantage. Mais à 15 secondes de la fin, on avait encore un petit espoir, puisque Marseille obtient un penalty pour arracher l'égalisation sur une faute sifflée sur Tesanovic au poteau. Et malheureusement, Drazovic rate ce penalty. Alors, rate oui et non, puisque Aguirre a fait une sortie au-dessus du maillot en croix pour arrêter ce penalty. Donc, alors, je suis un peu étonné quand même du tireur, parce que je crois que Alexandre Boué avait tiré les 2 premiers penaltys qu'il avait transformés. Il était plutôt en verve dans ce match parce qu'il marque 4 buts sur 7 quand même. Et là, dans cet instant décisif, ça fait 2 fois, je crois, que Drazovic, sur des périodes comme ça, rate des pénaltys. Je trouve que c'est étonnant qu'ils le choisissent encore. Est-ce que c'est le choix de l'entraîneur? Est-ce que c'est le choix du joueur? Mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à égaliser et c'est bien dommage. Alors Christophe, on va planter un petit peu le décor de ce match-là. Donc Marseille, comme on l'a dit, évidemment toujours privé de Michael Bodegas. Privé également, alors moi j'étais passé à travers, je te l'avoue, d'Hugo Rousillac après un carton rouge à Hanovre, un peu comme à Verca d'ailleurs, à 6-7 secondes de la fin. Je ne l'avais pas vu, donc carton rouge signifie expulsion automatique pour le match suivant. Donc ça fait quand même les deux, je vais pas dire les 2 grognards, mais les 2 joueurs quand même français majeurs de cette équipe. Donc le capitanat avait été confié, comme c'est le cas en l'absence d'Hugo, à Thomas Vernou. Et puis Marseille a très très bien commencé le match, puisqu'il mène 3-0. Donc avec 2 buts de Thomas pour commencer sur une contre-attaque où il finit dans la cage, là, comme il a l'habitude un peu de le faire. Et puis sur ces fameux shoots qui surprennent un peu tout le monde, mais qu'on ne présente plus, avec une sortie pareil au-dessus du maillot et un shoot. On rappelle quand même que Aguirre, c'est un des 2-3 meilleurs gardiens du monde actuellement, hein, qui est vraiment un gardien qui est pas très vieux, mais qui s'affirme de saison en saison et qui est très fort. Et puis Thomas fait du Thomas, c'est-à-dire un shoot super puissant, bien complété par, il me semble que c'est Alexandre Boué qui met le 3-0. Donc écoute, début de match confortable, j'allais dire. Alors ensuite, Thomas c'est un petit peu éteint parce qu'il a été utilisé à un endroit où c'est le plus facile de le contrer, c'est-à-dire la pointe, parce que maintenant tu reviens défendre à l'ultra intérieur en faisant confiance à tes blocs et tu peux plus servir la pointe, donc tu perds de sa dangerosité à l'extérieur, sachant que tu n'as pas Hugo. Donc quand tu n'as pas, c'est quand même des joueurs qui ont un shoot et qui mettent à mal souvent les défenses adverses. Donc quand tu n'as pas ces 2 joueurs-là, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis écoute, le match a continué. J'ai très très bien aimé le shoot qui shoot pas beaucoup maintenant, je trouve, alors qu'il a un bon bras, de Romain Marion Vernou, qui met ce shoot que j'adore avec l'ouverture de l'épaule quand tu reçois un ballon de la gauche quand tu es droitier et que tu croises dans la grande diagonale. Le fameux shoot mauvais bras. Et puis écoute, entre une équipe qui était vaillante, hein, Marseille, et puis Barceloneta qui s'est empêtré un petit peu. J'ai pas trouvé Mounaris très bon du tout. Sanaoura, Echenique qui est toujours là. Et puis, bon an, mal an, le match continuait, beaucoup de fautes graves. Et puis, Marseille a réussi quand même à maintenir cet avantage, 8-4, même, il menait 8-4. Et puis, ensuite, tu as un 18 début de quatrième, 11-8 pour Marseille qui reprend les devants. Et puis, là, il y a effectivement un 4-0. Alors, il y a des buts sur des erreurs individuelles, le but de Vigvari sur Nagy, et puis surtout, le but du gaucher, quand même, à la fin, Tesanovic, il doit fermer, il ne peut pas prendre ce but-là à ce moment-là. Tu sais que c'est le gaucher qui va shooter. Bref, on ne va pas désigner le sport est fait d'erreurs individuelles, c'est comme ça. Et puis, c'est ce temps mort qui est prêt à la fin, Tesanovic qui rentre et qui joue à 7 contre 6, qui est au poteau. Et il y a pénalty sur lui, hein, parce qu'il va relayer le ballon. Alors, Aguirre, sur le pénalty, je pense que Boué est plus dans l'eau à ce moment-là. C'est pour ça que Drazovic vient le tirer. Après, tu sais, tu n'as peut-être pas non plus 15 mecs qui se présentent pour tirer un pénalty à la dernière seconde dans un match décisif en Coupe d'Europe. Drazovic, il a pris ses responsabilités. Alors Aguirre, il l'arrête, mais Aguirre, il a 1,50 m de sa cage. Tu as le droit de bouger et de faire ce que tu veux une fois que c'est sifflé, mais Aguirre, avant le coup de sifflet, il est déjà au moins à 1 mètre en dehors de sa cage. Et donc, à partir du moment où ça siffle, il est à 1,50 m. C'est un joueur qui fait plus d'1,90 m, qui sort au maillot, comme tu dis.
quand tu es à 3 mètres d'un joueur et que tu sors au maillot, il n'y a plus d'angle. Il aurait presque la meilleure solution, ça aurait presque été de faire un lob. Et tu fais pas un lob sur un penalty, mais le penalty, il y a eu des protestations, mais les arbitres, je comprends pas la décision des arbitres. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Il est largement en avance. Enfin bref, Marseille laisse passer une occasion parce que tu vois là maintenant, au vu du résultat d'Hanovre à Sabadell, si tu battais Barcelona, tu étais qualifié et le match de Sabadell n'aurait pas compté. Marseille avait gagné 12-11 à Barcelona, ils perdent 12-11 chez eux. Ils viennent de perdre leurs 3 derniers matchs de Champions League, ça c'est pas bon. Ils viennent de les perdre 3 fois d'un but, donc ils sont pas décrochés, mais dans cette poule-là, heureusement quand même que tu les perds pas de plus d'un but. Je te pose une question, j'ai ma petite idée. Est-ce que tu penses que l'équipe est plus forte que l'année dernière? Non, je pense qu'elle est plus faible. Donc moi, je vais te répondre. Les Français, c'est les mêmes. Donc les Français, là, tu fais sans Hugo et sans Mike, donc ça change quand même la donne. Les étrangers, tu vois, tu t'aperçois quand même du poids et de l'importance d'un gars comme Perlainovic, qui est meilleur buteur de la Champions League. Les étrangers, il faut que ça soit des buteurs. Il faut que ça soit des mecs qui te fassent gagner les matchs. Donc, tu me dis, est-ce que je préfère avoir Perlainovic ou Drazovic, même si Drazovic fait un super boulot derrière et tout ça. Mais Perlainovic, tu t'aperçois, je te dis, c'est meilleur buteur de la Champions League, qui met 4 buts, 5 buts par match, qui a un poids au niveau d'arbitrage, qui n'est pas que au scoring. Je me rappelle du match l'année dernière qui fait contre Olympiakos, où il verrouille complètement en défense Zalanki qui avait été étouffé, parce qu'il ne sait pas que attaquer, il sait aussi défendre. Donc Perlainovic, des fois, qui a été remis en cause, 37 ans, 38 ans, mais tu vois que c'est un super joueur. Et je pense que là-dessus, tu as perdu quelque chose. Pour moi, Veloto, Kalogeropoulos, je ne vois pas un écart manifeste. Nagy Anguial, tu as perdu un très bon défenseur pour prendre un très bon attaquant. Alors Nagy, pour l'instant, il a été très performant. Il est passé un petit peu à travers contre Barcelona, mais c'est un joueur qui avait mis 5 buts à Barcelona, qui score et tout ça, c'est un joueur intéressant. Mais Anguial, en plus de rendre bien service derrière, il était aussi des faux scoring, donc je vais te dire que c'est 50-50 entre les deux. Et donc, écoute, je pense pas que tu sois meilleur, et je pense même que tu as perdu des joueurs quand même qui pouvaient faire la différence. Tu as un étranger de plus. Alors, on va dire que c'est Gadabassi. Je suis pas convaincu du côté supérieur cette année de Marseille à l'année dernière. J'espère que les faits me donneront tort. Je maintiens qu'ils vont se qualifier. Le problème qu'il y a, c'est que cette défaite-là, elle te condamne à rencontrer 2 premiers de l'autre côté et un deuxième. Donc, il va falloir choisir entre Ferencváros, Recco, Olympiakos, tu vas en prendre 2. Et puis, tu vas te prendre un deuxième. Donc, les deuxièmes, ça va être Brescia. Ça va être soit Mladost, soit Radniki. Donc, c'est quand même pas cadeau. Mais Marseille ne nous avait pas habitués ces derniers temps à souffrir comme ça. Et l'année dernière, ils avaient fait une campagne quand même à la maison, 5 buts Novi Beograd, 5 buts Olympiakos. C'était quand même des résultats super probants. Ils avaient mis une caisse à Split à l'extérieur. Là, cette année, je les sens un petit peu en dedans. Et écoute, voilà, c'est ce qui me fait dire que l'équipe n'est pas forcément supérieure à l'année dernière. Et je crois même qu'elle l'est un petit peu moins. Voilà, c'est mon avis, c'est juste une opinion. Oui, je suis quand même assez d'accord avec toi. Alors, on n'est pas là juste pour être d'accord ou pas d'accord, mais moi, je suis étonné quand même que voilà, on a un Spajic et un Badamassi qui jouent en pointe, mais pour moi, apportent pas grand-chose. Enfin, je trouve que c'est pas des gros points de fixation comme on peut voir dans d'autres équipes. Ils pèsent pas assez sur le match. Puis, alors, ce qui est étonnant dans ce match-là, c'est que on a à nouveau Brody McKnight en deuxième gardien. Arshak Owanissian n'est pas sur la feuille. C'est étonnant, bon, peut-être il y a quelque chose. Oui, Christophe a noté la présence dans l'effectif marseillais de Léandre Ondo-Metogo, qu'on n'a même pas l'habitude de voir en élite, puisqu'il est réservé, j'allais dire, à l'équipe de N1. On sait que quand tu fais une apparition en élite avec un certain âge, tu ne peux plus rejouer ensuite en N1. Donc Marseille a décidé de le garder pour la N1, mais là, les absences donc conjuguées, on l'a dit, de Michael Bodegas pour blessure, d'Hugo Cruzilla pour suspension et aussi de Loris Canovas également sur blessure, on contraint Milos Stepanovic à aller piocher un petit peu en dessous dans son effectif. Il avait le choix, Leandro Dometogo, Dario Danowski, Audouin de Revier.
De Revier, c'était un peu plus compliqué parce qu'il avait déjà son lot de pointes. Donc, il a choisi Léandre Ondo-Metogo qui n'a pas participé à la rencontre, hein, qui était sur la feuille mais qui n'est pas rentré. Mais c'était à souligner aussi sur ce match contre Barceloneta. Et puis, écoute, il y a un truc qui me gêne quand même. Tu as 8 étrangers sur la feuille. Si c'était une solution, il n'y a aucun club qui fait ça. Hein. Aucun. Tu prends toutes les compos de tous les clubs. Le max qu'il y a, c'est 4 étrangers. Est-ce que tu as besoin d'avoir 8 étrangers ? Je rappelle, j'en parle souvent, mais je le répète, en 2024, ton équipe nationale a fait 4e au championnat du monde avec donc 7 Marseillais dans l'équipe. Tu rajoutes le deuxième gardien, ça fait 8, et tu prends 4 étrangers top, 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 des étrangers qui t'amènent au Final Four. C'est mieux 4 étrangers top que 8 étrangers. Je ne suis pas condescendant ni quoi que ce soit, mais Gadamassi, Spajic, non, ça fait pas le match. C'est simple. Si tu veux aller au Final Four, il faut que tu aies des joueurs du top 4. Donc, chacun, grosso modo, pour résumer, il faut que chacun ait à son poste un joueur du top 4. Les pointes, c'est un poste super important au polo, pour, comme tu dis, fixer, etc. etc. Et je suis désolé, mais Spajic, Gadamassi, et d'ailleurs, pour corroborer ce que je te dis, c'est pour ça qu'il a mis Thomas devant. Dans un match comme ça, si tu es obligé de mettre Thomas devant en pointe, ça sert à quoi de prendre Gadamassi et de conserver Spajic ? Si tes pointes, Thomas, c'est ton arme offensive numéro 1 à la périphérie, et tu es obligé de consommer, tu n'as déjà pas Hugo, tu es obligé de consommer cette arme-là, parce que Gadamassi et Spajic, c'est pas des joueurs qui vont t'emmener dans le top 4. Je ne suis pas méchant, hein, mais soit on dit un petit peu les choses, soit on se cache le petit doigt, on n'ose rien dire, soit on dit les choses, et moi je suis désolé, je comprends pas ce choix-là d'avoir ces 2 pointes-là qui ne sont pas des pointes du top 4. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, on verra. J'espère que Marseille se qualifiera, mais j'avoue que j'ai un petit doute quand même malgré tout. Même si Sabadell n'a rien à jouer. Vu la dynamique actuelle, donc on a dit, hein, il y a quand même un laps de temps avant ce dernier match. Il y a encore la possibilité effectivement de bien se remettre dans le bon sens avec où les équipes vont pouvoir travailler. Mais dans la situation actuelle, c'est vrai que si le match était la semaine à venir ou là c'est proche, là effectivement je pense que ça serait très très compliqué. Ça l'est toujours, mais très compliqué pour Marseille. Maintenant avec ce laps de temps, peut-être effectivement ils peuvent, et en tout cas avec cette victoire de Hanovre à l'extérieur, je pense qu'ils peuvent plus facilement y croire puisque Sabadell est exclu de la suite. Non mais si là, faut pas se mentir non plus, si Marseille passe pas cette poule-là, c'est la plus grosse surprise des 4 poules, hein. Il y a des gens qui me disent « Ouais, Radniki », mais Radniki, faut voir la poule dans laquelle ils sont. Mladost, c'est pas cadeau. Olympiakos, c'est encore moins cadeau. Donc, c'était quand même une poule beaucoup plus... Et le Vasas, même si le Vasas, on a vu que le Vasas est pas forcément au niveau. Mais bon, c'est un nom du water-polo, c'est un club hongrois. Tu sais bien que tu vas pas t'amuser quand même. Et d'ailleurs, Radniki a battu le Vasas sur la première journée que d'un but. Mais là, quand même, si tu sors pas de cette poule, là, c'est ouais, j'ai du mal un petit peu à comprendre, mais après la victoire à Barceloneta, tu dois pas te retrouver à jouer ta peau sur la dernière journée. Moi, je te dis, Sabadell, alors l'orgueil catalan, le polo espagnol, tout ça, ils voudront finir la campagne à la maison en jouant bien. Je te dis, Averca en moins. Déjà, j'avais souligné que c'était une équipe qui avait un effectif, qui était pas, moi, ça me fait pas rêver non plus, hein. Ils ont une bonne équipe, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ils perdent 2 fois à Hanovre. Donc ça confirme ce que je te dis. Mais là, quand même, si tu as cet artilleur qui est Averca en moins, moi je te dis, ils vont aller passer. Je me mouille encore, hein, mais ils vont aller passer Sabadell à Sabadell. Sinon, s'ils passent pas Sabadell dans ces conditions-là, où toi tu joues ta vie et les autres ils jouent rien, et c'est quand même un adversaire que tu dois dominer, c'est que le problème, à mon sens, c'est plus profond. Écoute, on verra, mais effectivement, l'équipe, ils ont 2 mois et demi pour se remettre un peu les idées, 2 mois pour se remettre les idées en place. Ils récupéreront Hugo. Mike, je pense que ça sera peut-être un petit peu juste, mais on verra. Les sportifs récupèrent souvent plus vite que le commun des mortels, mais je pense qu'il y a des choses à revoir. Tu me parles d'un fond de jeu. Ouais, c'est compliqué d'avoir un fond de jeu quand tu changes
Regarde, les étrangers, ils restent pas longtemps, hein, et Velotto, il est resté 2 ans, Manertz, il est resté 1 an, Daubé, il est venu, il a fait 6 mois. Tu changes quand tu n'as pas une structure c'est une structure qui change souvent, tu joues jamais trop avec le même coéquipier, donc ça complique les automatismes. C'est un peu l'exploit individuel, Nagy, Thomas, et quand Nagy est pas là, et que Thomas doit jouer en pointe, tu te retrouves en difficulté. Après, tout n'est pas acheté parce qu'ils ont été, Barcelona a mené qu'une seule fois dans ce match-là. C'est la fois où ça a compté. Donc, et on aurait peut-être un autre discours, mais Marseille reste. Il y a des matchs qui tournaient avant en ta faveur, qui tournent plus, et tu enchaînes les défaites, et c'est pas bon. Donc, le meilleur moyen de casser cette série, ça sera à Sabadell, et ils le feront, Christophe. Ils le feront. C'est tout ce que je leur souhaite. Donc, ce qu'il fallait retenir quand même, allez, un petit résumé de cette journée. Donc, c'est Radnicki qui se donne le droit de rêver pour un exploit dans ce dernier match. Olympiakos et Recco, qui devraient, même si c'est serré dans le groupe d'Olympiakos, rejoindre le top 8. Hanovre qui crée la surprise et qui élimine Sabadell de la course au top 8. Jadran Erksenovic qui est condamné à un match décisif pour la dernière journée. Barceloneta qui est quand même, donc on l'a pas forcément souligné comme ça, mais Barceloneta est le premier qualifié de ce groupe D. Brescia qui assure, grâce à son exploit, une place dans le quart de finale. Belgrade qui élimine du coup Jadran Split qui avait gagné son premier match la journée précédente et qui va jouer dans un match crucial lors de la dernière journée aussi, comme Marseille. Et Marseille, avec une pression maximale, qui on vient de le dire, qui devront s'imposer à Sabadell pour espérer arracher cette dernière place. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Champions League. Christophe, juste un petit truc, je rajoute, il n'y a qu'une seule équipe, c'est à noter, une seule équipe qui est invaincue, avec que des victoires, et c'est nos amis du Pro Recco, puisqu'on a vu qu'Olympiakos a chuté, et Ferencváros a chuté également. Donc Recco, pour son retour à la compétition, fait carton plein, certes dans une poule beaucoup plus facile que les autres poules, mais il n'y a qu'une équipe invaincue à l'issue de cette 5e journée. Ouais, c'est vrai qu'on n'aurait pas forcément pensé non plus dans tous ces groupes que ça soit que Recco qui soit dans cette position. Mais voilà. Intéressant, ça reste toujours des matchs très intéressants. On reste en Europe et on va balayer peut-être un peu plus rapidement puisqu'on a fait une grosse page Champions League, puisque c'est le seul représentant français est en Champions League avec Marseille. Donc on va passer à l'Eurocup et donc cette 5e journée également. 4 équipes ont validé leur ticket de manière spectaculaire lors de cette 5e journée. Côté espagnol, Terrassa et Barcelona qui ont fait le travail. Et côté pays de l'Est, Szolnok, les Hongrois et Szabadcs, les Serbes qui seront également au rendez-vous. On a eu donc, on va pas forcément faire dans le même ordre, on va faire un petit peu dans le désordre. Pour commencer, enfin en tout cas dans ce déroulé-là, le match le plus prolifique, on a eu quand même 34 buts dans ce match-là, et un suspense à la grecque, on pourrait dire, puisque c'était dans le groupe C où Panathinaïkos, qui devait absolument faire un résultat, ils l'ont fait dans un match complètement fou, avec un score fleuve, donc 17 partout, contre les Hongrois du BVSC, qui s'est terminé au pénalty, 4-1 en faveur des Grecs. Et donc, cette victoire arrachée devrait, lors du dernier match dans le derby grec, sur un kit ou double, voir si c'est Panathinaïkos ou Vouliagmeni qui passeront. Ouais, bon résultat, mais Christophe, victoire certes, mais au pénalty. Donc ça t'enlève quand même 1 point. Alors le BVSC jouera Podgorica, les Monténégrins, qui comptent 0 points jusqu'alors. Donc là, le classement, c'est Vouliagmeni 11, BVSC 10, Panathinaïkos 9 et Podgorica 0. On peut évidemment penser que les Hongrois vont disposer des Monténégrins, donc ils passeront à 13. Et tu auras un duel, comme tu l'as dit, fratricide entre Vouliagmeni et Panathinaïkos. Le match aller s'était terminé au pénalty. Écoute, on verra ce qui se décide cette fois-ci, mais un match très ouvert entre ces deux équipes. Dans le groupe A, donc on revient un peu dans l'ordre un peu des groupes. Dans le groupe A, on avait Hug Dubrovnik qui s'est imposé facilement contre les Allemands de Duisbourg 19-10 dans un match sans Piqué et sans Sestar. Mais dans ce groupe, l'exploit vient de Terrassa, on l'a dit, puisqu'il s'impose à l'extérieur 18-15 contre les Croates
de Solaris, et Solaris qui a perdu ses 2 derniers matchs à domicile en plus. Donc, bel exploit de Terrassa à l'extérieur dans ce groupe. Ouais, Christophe, écoute, Dubrovnik était déjà assuré de sa qualification, hein. Ils avaient fait carton plein. Ils ont continué d'ailleurs à faire carton plein. Et puis, bah, la réelle finale de ce match-là, c'était Šibenik qui recevait Terrassa. Et puis, bah, écoute, une victoire de Terrassa les propulsait automatiquement et condamnait Šibenik et Terrassa, qui montre encore une fois, on l'a déjà dit, hein, mais la bonne santé du polo espagnol. C'est pas facile d'aller gagner un match décisif en Croatie comme ça. Donc, écoute, ils valident la dernière journée contre Rapport du Beurre dans ce groupe. Et même l'ordre des places ne changera plus. Dubrovnik est assuré de finir premier, Terrassa assuré de finir deuxième. Donc, les Espagnols qui réalisent la grosse perf, pardon, de cette journée. Dans le groupe B n'est pas en reste puisque Barceloneta n'a pas fait de détail non plus chez les Roumains du Dynamo Bucaresti puisqu'il s'impose 19-10 et s'offre la tête du groupe. Donc derrière, Szolnok a complètement éteint les espoirs de Trieste. Donc assez surprenant aussi, grâce encore à un run de 5-0 dans ce match. Et donc Szolnok, on l'a dit en intro, qui s'impose à l'extérieur 15-12 contre Trieste. Une espèce de finale aussi dans ce match-là, puisque Trieste recevait Szolnok. Szolnok comptait 3 points d'avance sur Trieste avant cette journée. Une victoire des Italiens leur aurait permis de recoller, voire même de dépasser Szolnok au goal average particulier. Et puis, Barcelone a fait le job comme c'était prévu de l'autre côté et Szolnok s'impose. Donc les deux équipes, Barcelone et Szolnok, se partagent la première place, ne pourront plus être rejoints. Il reste à savoir l'ordre du groupe. On verra ça sur la dernière journée. Mais pour l'instant, Trieste, une demi-surprise, hein. Je les voyais quand même peut-être un petit peu mieux que ça. Mais Barcelone est une belle petite équipe et Szolnok, qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est toujours là aussi. Donc, écoute, les deux équipes valident leur ticket. C'est somme toute assez logique, même si Trieste pouvait être un prétendant logique aussi, éventuellement, à rentrer dans ces deux-là, mais ils ont failli. Ouais, Barcelone, 2 anciens joueurs qui évoluaient au championnat français, donc on l'avait dit plusieurs fois, Watanabe, l'ancien Aixois, là, qui marque 3 buts dans ce match, et Paul Garcia, l'ancien Sétois, qui lui en met 2 aussi. On l'avait un peu oublié lors des précédents épisodes que Paul Garcia aussi avait rejoint Barcelone. On passe au groupe D pour finir où Sabac s'est montré plus motivé que les Italiens de Savone qui étaient déjà qualifiés et qui s'imposent 13-9 malgré une fin de match un peu tendue. Et ils confirment donc leur place en 8e, du coup laissant Spandau sur le carreau malgré leur victoire à domicile contre le Steaua Bucarest 13-10. Et donc Savone qui est en tête de ce groupe, suivi donc de Sabac égalité 12 points chacun. Donc pareil, la première place se déterminera lors de la dernière journée qui se déroulera aussi en février. Ouais, Spandau qui espérait une victoire de Savone à Sabac en Serbie pour pouvoir rester en course, même si le calendrier, il rencontrait le Steaua qui était un match beaucoup plus abordable. Mais écoute, Savone a chuté et a validé la qualification des deux clubs, donc Savone et Sabac. Sabac, toujours ce que je te disais, c'est une équipe qu'on connaît pas beaucoup, mais qui est toujours là. Et écoute, les deux premiers du groupe, j'allais dire, c'est quand même logique parce que Steaua est en retrait quand même. Alors Steaua, tu vois, en 5 matchs, ils ont 0 points, certes, mais ils ont que moins 9 au goal average. Donc, ils ont que des défaites, grosso modo, à 2 buts de moyenne. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même de regarder un peu ils sont décrochés au niveau comptable, au niveau des points, mais les scores, ils ont serré quand même les scores. Donc, ça peut être un petit peu encourageant pour cette équipe. Et puis, Spandau n'a pas réussi à passer le cut, ce qui est un peu normal, hein. C'est pas le Spandau d'avant. Donc, écoute, la logique à respecter dans cette poule-là. Les équipes qualifiées pour les 8e de finale sont quasiment toutes connues. Il ne reste plus qu'une place à prendre dans ce fameux groupe C avec ce duel grec. Tous les autres sont qualifiés et comme tu l'avais souligné tout à l'heure pour la Champions League, dans l'ensemble de ces groupes, pour l'instant, sur cette 5e journée, une seule équipe finit invaincue. C'est les Croates du Juk Dubrovnik, entraînés par l'entraîneur national Kobećak, l'entraîneur français. Et tous les autres, voilà, on a eu quand même
rythme, du suspense, des matchs accrochés et toujours pareil, j'encourage à suivre ces matchs pour voir du beau water-polo. Voilà peut-être ce qu'on pouvait dire sur cette page européenne. Avant de finir cet épisode, petit focus quand même sur notre équipe nationale, puisque l'équipe de France est en stage depuis dimanche. On aura probablement des premières tendances, puisque un match se déroulera contre l'équipe de Hongrie demain à la piscine des Tourelles. Donc j'espère que la fédération aura organisé la diffusion de ce match, qu'on puisse un peu voir où en est notre équipe de France, voir les tendances et les joueurs qui joueront et qui seront peut-être probablement à Belgrade au mois de janvier. Oui, Christophe, revue d'effectifs agrémentée d'un match. Il n'y a rien qui remplace les mises en situation. Vjeko Kobechak, pour avoir un petit peu les forces vives de son équipe, sur qui il peut compter, s'il y a des joueurs qui sont en bascule, qui se détacheront ou pas. Et puis, on a amorcé le processus des sélections pour les championnats d'Europe qui auront lieu, comme tu l'as dit, en janvier à Belgrade. Donc voilà, dans ce magnifique bassin des Tourelles, lieu des Jeux Olympiques de Paris 2024. De Paris 1924, où la France avait gagné la médaille d'or. Donc, une bien belle affiche, et j'invite tous les gens de la région parisienne ou d'ailleurs d'aller voir ce spectacle et ce formidable sport dans un bel écrin, et en espérant que les Bleus fassent bonne figure. Oui, on verra et on suivra ça de près également. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, salut. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Hey guys, back at the playground again, huh? Yep. You know what this playground could use? A wine country. Heck yeah, and some waves so we could go surfing. Oh, yeah. Love that. A redwood forest would be cool. I'm in. Ski slopes. Let's do it. Can a girl go shopping? Yeah, baby. Wait. Did we just invent California? Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.